Bienvenue à tous les curieux. Pour faire un bon film, il est admis qu'il faut d'abord une bonne histoire. Pour cela, un scénariste talentueux est indispensable, parfois même plusieurs. Il va falloir agir avec une précision du diable. Il y a des auteurs spécialisés dans un genre ou une approche spécifique d'un sujet, comme l'action ou la psychologie. Et puis il y a ceux qui ont une singularité si forte que leur travail est reconnaissable entre mille. Ils embrassent leur sujet avec tant de force et de personnalité que leur style éclipse celle des autres artisans du métrage. Ils emportent les spectateurs dans leur propre univers alors que c'est d'ordinaire l'apanage des réalisateurs. Bref, c'est avant tout leur travail qui sublime un film. Pourtant, ils restent dans l'ombre et l'anonymat médiatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir W.D. Richter. Quel est le point commun entre John Carpenter, Jodie Foster, Rob Cohen, Jean-Claude Tramont, Peter Bogdanovich, John Badham et Peter Iams? Réponse, ils ont tous réalisé un film dont le scénario est signé W.D. Richter. Ça en dit long sur l'expertise et la large palette du monsieur. Pourtant, il a réussi à insuffler son style très particulier et toute sa fougue dans chacune de ses histoires. Walter Dush Richter est un artiste complet puisqu'il a officié en tant que scénariste, réalisateur et producteur, mais fut aussi un script doctor particulièrement recherché à la fin des années 70 et durant les années 80 notamment. Le truc, c'est d'avoir l'air bête. Et il l'a. Il est né le 7 décembre 1945 à New Britain dans le Connecticut et a étudié au Dartmouth College, une université particulièrement sélective dont la devise latine se traduit par une voix qui crie dans le désert, une devise qui correspond en tout point à Richter et au style qui caractérisera ses écrits tout au long de sa carrière. Une sorte de hurlement artistique et personnel qui ne tient tout simplement pas compte de tout ce qui l'entoure et qui pourrait le pousser à une forme de doute et d'autocensure. Il débute sa carrière cinématographique en 1973 avec le film Sliders, titré La chasse au dollar en France et sur lequel il officie en tant que scénariste et producteur. C'est également le premier film du réalisateur Howard Zieff, qui tournera moins de 10 films en 20 ans et achèvera sa carrière sur My Girls 2 avec Jamie Lee Curtis et Dan Aykroyd. Dans Slider, James Caan incarne Dick Anipsia, une ancienne star du football qui sort de prison et se met en quête d'un trésor caché dont il apprend l'existence lors de son incarcération. Hélas, il n'est pas le seul à rechercher ce fabuleux magot. Un scénario plein de malice et complètement dans l'air du temps, voire précurseur, puisque Michael Cimino mettra en scène l'année suivante Le Canardeur, où Clint Eastwood et Jeff Bridges veulent également mettre la main sur un butin caché, et que William Friedkin fera de Peter Falk le chef d'une bande de cambrioleurs dans Ted Witt cherche coffre plein en 1978. En 1975, il revient avec Piper de Peter Iams, pas encore starifié par Capricorn One, 2010 et Outland. Dans ce film, inspiré du roman Deadfall de Keith Slaughter et se déroulant en 1947, Michael Caine incarne Leslie Tucker, un détective privé chargé de retrouver Anya, une jeune femme placée dans un orphelinat 29 ans auparavant et disparue depuis. Le détective, qu'on désigne péjorativement sous le nom de Peeper, c'est-à-dire voyeur à cause de son métier, plonge alors dans un monde ultra sombre malgré le soleil aveuglant d'Hollywood et dans une ambiance que n'aurait renié ni Raymond Chandler ni les frères Cohen de Miller's Crossing. Le ton est toutefois légèrement parodique façon Lady Killers et préfigure d'une certaine manière l'ironie de Jack Burton. Richter respecte le genre mais reste conscient de ses défauts et clichés qu'il se permet même d'exagérer pour atteindre un second degré salvateur. Pour son film suivant, en 1976, il collabore avec un cinéaste renommé, Peter Bogdanovich, sur le scénario de Nickelodeon. Ce film culte avec Ryan O'Neal, sa fille Tatum et la star de l'époque Burt Reynolds donnera même son nom à une chaîne de télévision 3 ans plus tard. Mais c'est véritablement en 1978 qu'il entre dans la cour des grands en signant le scénario du film de Philip Kaufman, L'invasion des profanateurs, d'après le roman de Jack Finney. Ce film est un remake de L'invasion des profanateurs de Sépulture de Don Siegel, sorti en 1956, et première adaptation du roman, sorti lui l'année précédente. Dans cette histoire, où des plantes extraterrestres dupliquent les humains pour mieux les remplacer, le sous-texte d'origine était forcément anticommuniste au vu de son époque de création, le macartisme. Mais Don Siegel rend son propos nettement moins manichéen en attaquant plus généralement les gens lobotomisés et d'une certaine manière légumisés. Énervé par les pontes des studios qui lui ont imposé une fin optimiste, il aurait déclaré « Je suis sûr qu'ils n'ont même pas compris que les végétaux sans conscience de mon film, ce sont eux. » Pourquoi pas une fleur de l'espace? Pourquoi on ne verrait débarquer que des vaisseaux spatiaux? À la fin des années 70, les USA sont toujours en période de guerre froide avec l'URSS, mais l'opinion publique a changé. Des leaders très engagés comme Malcolm X et Martin Luther King se sont fait assassiner. Des politiciens de premier plan aussi, notamment les frères Kennedy. Et puis surtout, le président Nixon a démissionné suite au scandale du Watergate et ils ont perdu la
la guerre du Vietnam. Le peuple américain n'a donc plus aucune confiance en sa classe politique. C'est en embrassant littéralement ce contexte de grande défiance que Richter écrit un scénario tout aussi dans l'air du temps que son premier script, mais agrémenté d'une portée politique où ces extraterrestres qui remplacent des Américains par des doubles passifs et sans goût ni réaction, il se pourrait bien que ce soit le gouvernement américain lui-même. Philip Kaufman transpose l'histoire dans une ville qu'il connaît par cœur puisqu'il y réside depuis très longtemps, San Francisco. Le casting, composé de Jeff Goldblum, Veronica Cartwright et Leonard Nimoy, donne une grande véracité au récit. Mais celui qui tire tout particulièrement son épingle du jeu, c'est Donald Sutherland, qui trouve ici l'un de ses rôles les plus marquants, c'est dire. Le film remporte 2 Saturn Awards et un prix au Festival d'Avoriaz. Tout auréolé de ce succès, Richter revient l'année suivante, en 1979, en signant le script d'un film piégeux, Dracula de John Badham. Dracula, avec Frank Langella. En effet, le roman de Bram Stoker a déjà été adapté des dizaines de fois à l'écran et le scénariste doit trouver un angle inédit qui captivera le spectateur. C'est chose faite en choisissant d'adapter non pas le roman de Stoker, mais une pièce de théâtre d'Hamilton Dean datant de 1924 et pour lequel Frank Langella fut nommé au Tony Award en 1978 alors qu'il incarnait justement le comte. Nul être n'a suscité une telle terreur. L'acteur reprend le rôle du vampire et il est accompagné de Laurence Olivier dans le rôle de Van Helsing, de Donald Pleasance et de Kate Nelligan. Le film enchaîne les poncifs du genre tout en proposant une narration novatrice avec l'utilisation du noir et blanc et de la couleur en alternance et même une sorte de court-métrage, Le dernier voyage du Déméter, en début de film et racontant en noir et blanc le naufrage du navire transportant Dracula alors même que le comte unique survivant a déjà pris possession de son château anglais. Ton sang, j'en ai besoin. Donne. C'est vraiment l'originalité de ce film, réussir à nous surprendre sans enlever le moindre cliché se référant au conte transylvanien. En 1980, le scénariste revient avec la complicité d'Arthur Ross, un vétéran du métier qui signe là son dernier film pour l'adaptation du roman autobiographique de Tom Merton, Brubaker, réalisé par l'expérimenté Stewart Rosenberg. Dans ce film, Robert Redford incarne Henry Brubaker, un directeur de pénitencier nouvellement nommé qui décide de se faire passer incognito et au mépris de sa propre sécurité pour un prisonnier de son établissement afin de mieux cerner les problèmes auxquels il devra faire face. Après Violent, l'univers ultra codifié de la prison y est montré sous un jour juste et non manichéen et cela permet à Richter de récolter son unique nomination à l'Oscar. En 1980, il est script doctor non crédité sur le film 200 000 $ en cavale, adapté de l'histoire vraie de D.B. Cooper, un braqueur voltigeur qui a sauté d'un avion en parachute et en pleine nuit avec une rançon de 200 000 $ et ne sera jamais retrouvé. Son film suivant, La vie en mauve, sorti en 1981, est une comédie romantique de Jean-Claude Tramont, un réalisateur belge expatrié aux États-Unis. Gene Hackman, au sommet de son art, et Barbra Streisand, qui s'est vu attribuer un Razzie Award de la pire actrice très injuste pour ce film, forment un couple détonnant dans ce vaudeville enlevé, très drôle et d'excellente facture qui n'obtient malheureusement pas le succès. Pékin, la Corée, le Vietnam, l'Iran. Le coupable, c'est moi, j'avoue. Il enchaîne en 1982 avec un drame canadien méconnu, Les jeunes adultes. Une fois de plus, l'écriture de Richter fait mouche, mais Hard Feelings en VO reste un petit film malgré ses qualités. On reverra cependant Charlene Woodward dans Le Prince de Bel-Air où elle incarnait Janice. En 1984, W.D. Richter passe enfin à la réalisation avec un ovni filmique particulièrement what the fuck, les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension. Les mutants venant directement de la 8e dimension. Attrapez-les! Un ami de Richter depuis le Dartmouth College est crédité pour le scénario, mais il ne fait aucun doute à la vision du film qu'il s'agit là d'un métrage 100% Richter, d'autant qu'il œuvre aussi à la production. C'est la pierre angulaire de toute sa filmographie et le projet sur lequel il a pu laisser exploser toute sa créativité. Tu la fermes, Big Booty, trouillard avec terrif! Dans ce film, Peter Weller, qui n'était pas encore devenu l'officier Alex Murphy de Robocop, incarne la star ultime, Buckaroo Banzai. Le seul, le grand, l'extraordinaire Buckaroo Banzai et les cavaliers de Hong Kong. Un savant, inventeur, pilote et rocker, entre autres, qui conçoit une machine capable de traverser de la matière solide. Durant un essai à travers une montagne, il se trouve propulsé dans une autre dimension, qui n'est pas la 4e, et une créature s'accroche à sa machine. Avec un pitch comme ça, l'imagination de Richter et un casting 4 étoiles comportant outre Weller, Ellen Barkin, John Lithgow, Christopher Lloyd, Jeff Goldblum, Clancy Brown et j'en passe, ce film ne pouvait être qu'un joyeux bazar totalement jouissif, mais aussi un pari risqué au box-office. Malgré 2 récompenses aux Saturn Awards, une pour Rauch, l'autre pour Lithgow, le film fera un four à sa sortie, mais deviendra culte grâce aux locations en vidéoclub. Salutations, grand Buckaroo Banzai.
À noter que Jamie Lee Curtis était elle aussi au casting dans le rôle de la mère de Bucaro, mais ces scènes ont été coupées au montage. Un peu comme à la fin des premiers James Bond où l'on nous prévenait que James Bond reviendra dans une prochaine aventure, Richter prend le risque d'annoncer une suite lors du générique de fin. Bucaro Banzai contre la Ligue du Crime. Un titre très alléchant pour un film qui ne verra malheureusement jamais le jour, en raison de l'insuccès total du métrage. Malgré cet échec, la réputation de Richter n'est plus à faire en tant que scénariste et il est souvent appelé en renfort en tant que script doctor. C'est ainsi qu'il se retrouve impliqué dans le projet Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin avec John Carpenter à la réalisation. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Parfait. Gary Goldman et David Z. Weinstein, deux scénaristes débutants, écrivent un western fortement influencé par les films chinois qui mêlent fantastique et arts martiaux. La Fox achète le script puis se rend compte qu'il n'est pas filmable en l'état. Ils appellent donc Richter à la rescousse pour l'améliorer et il s'attelle à la tâche. Sa première décision est de transposer le film à l'ère contemporaine car il pressent que l'époque western n'est pas la bonne pour ce récit. Ses idées sont si nombreuses que pour John Carpenter, Richter mériterait d'être crédité seul au scénario. Mais la guilde des scénaristes américains en décide autrement et ordonne que Goldman et Weinstein soient crédités comme scénaristes, tandis que Richter ne sera que l'adaptateur de l'histoire. Et vous serez libre de régner sur l'univers au lieu de pourrir dans cette tombe? C'est cela! Oui, ou d'aller dans un hôpital psychiatrique si on veut bien de vous. Tout comme Bucaro Banzai, le film est un échec en salle mais devient culte au fil des années et c'est ainsi que s'achève la décennie 80 pour Richter. Il revient en 1991 avec un film qu'il réalise et produit mais dont le scénario est signé Mark Andrews, un débutant qui connaîtra la gloire en écrivant le film Pour le pire et pour le meilleur avec Jack Nicholson. Late for Dinner en VO possède deux titres en français. Chérie ne m'attend pas pour dîner et Passeport pour le futur. Dans cette comédie, deux hommes se font cryogéniser au début des années 60 et se réveillent 30 ans plus tard. L'adaptation est difficile, surtout quand l'un d'eux retrouve sa femme et sa fille avec 30 ans de plus alors que lui n'a pas vieilli. C'est un petit film de commande qui permet à Richter de retrouver le chemin des studios, mais son prochain film va lui permettre de replonger dans la peur après Body Snatcher et d'adapter l'un des auteurs contemporains les plus lus au monde, Stephen King. En effet, en 1993, il est chargé d'écrire Le Bazar de l'épouvante, une adaptation du roman Bazar avec Max von Sydow et Ed Harris en tête d'affiche et Fraser Clark Heston, le fils de Charlton Heston, à la réalisation. Et si ce film ne figure pas parmi les meilleurs films adaptés du maître de l'horreur, il reste d'excellente facture, notamment grâce à ses choix artistiques et son casting. En 1995, Richter écrit le script de Week-end en famille, deuxième réalisation de Jodie Foster, mais où elle n'apparaît pas en tant qu'actrice, préférant se concentrer sur la réalisation. Portée par Robert Downey Jr. et Holly Hunter, les dialogues acerbes et ironiques ainsi que les situations imaginées par le scénariste font mouche. Une fois de plus dans cette comédie mordante et grinçante. Malgré deux nominations dont une du meilleur film aux GLAAD Awards et une autre pour Claire Danes aux Young Artist Awards, le succès reste modéré. C'est en 2005 que W.D. Richter revient sur le devant de la scène après 10 ans d'absence avec Furtif de Rob Cohen. Un pur film de commande tant les ambitions et le style sont éloignés des travaux habituels de Richter. En effet, il s'agit d'un film d'action se déroulant dans un futur proche et mettant en scène trois jeunes pilotes incarnés par Jessica Biel, Jamie Foxx et Josh Lucas aux prises avec un drone de combat nouvelle génération contrôlé par un ordinateur quantique et devenu fou après avoir été frappé par la foudre. On retrouve bien le talent de Richter dans certaines scènes fugaces, mais c'est trop peu pour que sa patte si reconnaissable ressorte du film. Une fois de plus, c'est un échec au box-office, mais aussi au niveau des critiques, ce qui est plus rare pour le scénariste, voire inédit. Et cela va sonner le glas de sa carrière à Hollywood, puisque l'homme n'a plus rien écrit depuis, seulement des scripts qu'il a améliorés sans être crédité au générique. Et tu vois où ça nous mène? Nulle part, vite fait. C'est une perte immense pour le cinéma américain, tant l'homme était talentueux. Hélas, il n'a pas toujours eu le succès escompté, du moins pas à la sortie des films en salle, alors que le temps arrive à corriger ses injustices le plus souvent. Tout comme j'essaye à mon modeste niveau de parler de lui afin qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur W.D. Richter. Tu sais ce que ce vieux Jack Burton dit toujours dans un cas comme celui-là? Qui? Jack Burton. Moi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.